We were going to buy Switzerland. Turns out it's not a real place. It's true. It's a fake country. Switzerland does not exist. It never has. La Suisse existe-t-elle encore? Au-delà du gag de l'artiste zurichois Carpi, qui a produit cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux voici quelques semaines, vidéo truquée bien évidemment, postulant que la Suisse était bien trop parfaite pour être vraie et donc achetée par Donald Trump. Eh bien, au-delà de ce gag, la question se pose, on se la pose tous un peu au fond aujourd'hui. Notre belle Helvétie existe-t-elle encore par-delà nos fantasmes ou n'est-elle plus qu'une illusion, une neutralité de papier glacé bonne à appâter les touristes chinois, un peu moins les puissants de ce monde, qui préfèrent aujourd'hui manifestement les bons offices du pape à ceux d'Ignazio Cassis? Avons-nous encore les clés de notre prospérité? Et qu'en est-il de la Confédération? Parlons-nous encore tous la même langue dans ce pays? Est-ce que je suis en train de peindre le diable sur la muraille parce qu'en réalité tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Eh bien on fait le point aujourd'hui. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et pour cet état des lieux, eh bien nous en rejoint un panel de personnalités romandes. Merci à vous toutes et tous. Bienvenue à vous Géraldine Savary. Bonjour. Bien sûr, grande spécialiste des institutions suisses. Vous avez été longtemps le prodige du Parti socialiste suisse, longtemps sénatrice pour le canton de Vaud, aujourd'hui reconvertie dans les médias. Vous étiez jusque-là à la tête du magazine roman Féminin. Vous êtes, vous aussi, partout, sur les réseaux sociaux. Vous avez commenté la finale de l'Eurovision pour le magazine Blick, Francesco Mercanton, alias Franny, bien plus connu sous le nom de Franiel. On voit effectivement votre spectacle. La Suisse, vous en jouez, parfois vous la critiquez avec beaucoup de malice. Votre spectacle s'intitule d'ailleurs « Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous ». Vous serez le 30 avril au Temple du Bas à Neuchâtel et le 7 juin à Bienne, la ville de Nemo et du bilinguisme. Enfin, oui. Peut-être ex-ville du bilinguisme, on verra ce que vous pensez de notre cohésion nationale. Vous, c'est un peu comme Trump, Nicolas Jutset, la Suisse n'existe plus. Tel était en tout cas votre diagnostic en 2023, dans cet essai paru, qu'on voit passer à l'écran, paru chez Sletkin. Votre diagnostic, c'était qu'il fallait réinsuffler un petit peu de suissitude, notamment de libéralisme, pour redevenir la Suisse prospère. On va voir si votre bilan, 2 ans plus tard, est plus optimiste. Et vous dirigez également l'Institut libéral suisse, vous co-dirigez l'Institut libéral suisse, les grands principes du libéralisme qui ont fait la Suisse. C'est aussi votre motto, Diane Barbier-Muller. Vous êtes députée PLR à Genève, mais aussi une grande spécialiste de la solidité de l'économie suisse, puisque vous en êtes une actrice phare, chef de PME dans l'immobilier, mais d'une grosse PME, bien solide. Et enfin, Jean-Daniel Ruche, le meilleur pour la fin, non ça je plaisante. Tous, vous êtes le meilleur. Vous êtes ancien ambassadeur en Israël, en Turquie, en Serbie. Vous avez été envoyé spécial du DFAE pour le Moyen-Orient sous les magistères successifs de Micheline Calmiret et Didier Burkhalter. Vous avez été aussi le bras droit de Carla Del Ponte, notre ex-star, ancienne procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Et aujourd'hui, vous l'ouvrez, comme on dit vulgairement. Vous chroniquez pour la Weltwoche et le quotidien jurassien. Vous avez également écrit un blockbuster de librairie l'an passé, Crimes et tremblements, d'une guerre froide à l'autre au service de la paix et de la justice, entre autres, parce que vous avez écrit aussi un autre roman, mais c'est trop long. Et vous co-dirigez le Centre pour la neutralité de Genève. Alors la Suisse existe-t-elle encore telle qu'on se l'imagine, tellement neutre, tellement importante dans le monde, tellement prospère pour les siècles des siècles? Qu'est-ce que je pose la question en premier? Honneur aux femmes. À vous, Géraldine Savary. Bon, alors, d'abord, j'imagine que la Suisse, elle existe aussi pour ce qu'elle n'est pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est déjà un succès, à savoir, on n'est pas en guerre, on n'est pas au point de vaciller dans des régimes autoritaires, on n'est pas en crise économique. On a des personnalités comme Franny, j'attendais à la gare avec lui, et il y a plein de gens qui sont venus faire des photos avec lui, toutes générations confondues. Donc on a quand même 2-3 choses... Notre assistante aussi. Franny, des réseaux. Voilà, donc déjà parce qu'on n'est pas, c'est déjà pas mal, on peut en sentir en dessous des radars, mais de nos jours, les radars sont peut-être à fuir. Moi je dirais aussi qu'on a des personnalités
qui vraiment sont extrêmement importantes au niveau international. Je pense particulièrement aujourd'hui à Philippe Lazzarini, qui est le patron de l'UNRWA, parce que hier, il y avait un film qui retraçait un peu l'histoire de cette institution. La Suisse est très, très engagée à la tête de cette institution, qui maintenant vit des heures plus que difficiles. Je pense que c'est le Suisse le plus connu dans le monde par sa force d'engagement, de conviction en faveur de ces populations opprimées à Gaza et ailleurs sur ces territoires. Voilà, c'est des personnalités très très fortes. Je reste dans le même domaine. Pierre Krenbuhl, directeur du CICR. Le CICR vient de perdre 2 personnes aussi tout à fait récemment. Donc c'est une institution en deuil, malgré tout, qui va à Gaza et qui nous fait honneur, qui fait honneur à la Suisse. Donc au fond, peut-être que cette Suisse qui existe, elle s'est un peu déplacée. C'est sur d'autres périmètres, d'autres scènes qui sont peut-être moins la Suisse officielle. Et encore, on aura le temps peut-être d'en discuter tout à l'heure. Et là, les 2 institutions que vous signalez, justement le CICR, l'UNRWA, Jean-Daniel Ruhr, aujourd'hui, ils sont dans la tempête, ils sont de moins en moins bien financés aussi, et au cœur de la tempête politique aujourd'hui. Est-ce que justement, cette Suisse humanitaire, qui a été la vocation d'ailleurs de la Suisse pendant très longtemps, est-ce qu'elle est en train de disparaître ? Alors d'abord, la Suisse existe-t-elle? C'est un vieux débat. Vous vous souvenez tous de Ben, qui avait écrit il y a 40 ans, la Suisse non existait. C'est peut-être parce qu'on a un pays avec toute cette diversité et ces langues différentes, ces religions différentes, ces cantons différents, ces identités multiples, qui fait que de temps en temps, on doit se poser la question... est-ce qu'on existe vraiment? C'est pas une question que vous poserez à un Italien ou à un Français, parce que là, il y a une conscience d'être Français ou Italien. Même si c'est récent pour les Italiens. Peut-être beaucoup plus forte. Donc, je sais pas, il semble que de temps en temps, on doit se poser la question. Puis c'est bien de faire son examen de conscience, c'est bien. Alors, si vous me demandez de faire un examen de conscience de la Suisse aujourd'hui, je vous dirais qu'on a perdu. On a perdu du rayonnement. On a perdu du soft power, on n'a pas tout perdu. Mais on a perdu parce que ces dernières années, on n'a pas été à la hauteur de notre rang, de nos traditions dans le domaine de l'humanitaire et dans le domaine de la neutralité qui constituait régulièrement de fleurons de l'identité suisse de Singapour au Chili en passant par l'Afrique, un peu partout. Quand vous montrez le drapeau suisse, la réaction que vous suscitez chez des gens, c'est « Ah, le CICR, l'humanitaire, ah !» La neutralité, bravo, vous avez échappé à toutes les guerres et puis on fait la paix chez vous. Et bien ces traditions-là ont été un peu écornées à cause de l'Ukraine d'abord et ensuite à cause de Gaza. Est-ce que c'est irrémédiablement perdu? Non. Alors justement, effectivement, il y a quelques années, ça ressemblait à ça, lieu de rencontre, bons offices. Ça, c'était aussi une de nos grandes fiertés en Suisse. Donc, on se souvient de la rencontre Biden-Poutine à Genève, Diane Barbier-Muller. Et puis aujourd'hui, la Suisse, c'est bien les bons offices. Effectivement, ça se fait au Vatican, dans les pays du Golfe, voire en Turquie. La Suisse, c'est ça. Est-ce que c'était la finale de l'Eurovision à Bâle? Est-ce que justement cette vocation de bons offices aujourd'hui, cette place prépondérante dans le monde international, en tout cas symbolique, elle est à jamais perdue? Et pourquoi? Pour moi, il y a d'autres domaines où la Suisse est aussi pionnière, notamment la recherche et l'innovation. On le voit, moi, effectivement, dans la pratique. Je sais que la Suisse est dans les pays où il y a le plus on réussit à lever des milliards pour les startups suisses. On réussit aussi, sur les points de vue des écoles, notamment les écoles polytechniques fédérales, Lausanne, Zurich, à être dans les écoles les mieux classées. Nos écoles type Lausanne, Genève, Saint-Gall n'ont pas à rougir non plus. Elles sont aussi dans les 20 plus grandes écoles au monde, ou les 50. Et puis, par exemple, cette année, on célèbre les 100 ans quelque part les débuts de la physique quantique, et Genève, notamment sur le point de vue de la communication cryptée, est dans les places les plus importantes au monde pour ça. Donc je pense qu'il ne faut pas... Effectivement, sur le point de vue de la relation géopolitique, on a peut-être eu du recul, mais dans d'autres secteurs d'activité, on
on est encore bien placé. Maintenant, il y a effectivement l'intelligence artificielle qui fait débat, parce que est-ce que la Suisse veut se placer comme pionnière ou pas, et on a du retard à ce stade. Mais je pense qu'on n'a pas à rougir de certains secteurs d'activité, notamment par rapport à la taille du pays. On a un prix Nobel pour 300 000 habitants, ce qui est un ratio bien plus important que les États-Unis ou que la France ou que certains de nos voisins. Donc je pense qu'on a quand même du bon en Suisse. Ça, vous êtes bien tous suisses, hein, c'est la méthode P. On est super bons. On est contents de nous. On est contents. Même si quand même, effectivement, les baromètres, les rankings concernant les hautes écoles, cette flamboyance, elle est un petit peu moins visible. Et puis aussi cette relation qu'on a avec l'Union européenne qui fait que on doit vraiment régater pour faire partie des plans de recherche, etc. Donc, même ce domaine, je dis pas qu'il est menacé, mais il est un tout petit peu plus vulnérable qu'avant. Surtout qu'on a été, pardon, c'est juste pour rebondir, parce qu'effectivement, on a été exclus du programme européen pendant pas mal d'années, depuis 2021. Et aujourd'hui, on est en train de revenir, justement. Donc, on peut rattraper du retard. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste pour ce volet-là, parce que pour moi, on a accumulé du retard ces dernières années. Et là, on voit une lueur d'espoir de revenir dans les négociations. Mais le chapitre tech, effectivement, est très intéressant, mais sur le chapitre international, parce que c'est évidemment de ça dont on parle beaucoup en ce moment, notamment avec ce qui se passe à Gaza. Nicolas Jutzet, on voit aussi, encore une fois, que les bons offices se font beaucoup au Vatican. On regarde cette toute petite séquence et on se demande, on la regarde et puis je vous poserai la question ensuite. Good morning. Good morning. How are you? Good. So good to see you. Welcome. A couple of things. First of all, this is a letter from the President and the First Lady inviting you to come to. There are many things to do, but wanted to make sure I gave that letter. At some point, yeah. Of course. Faut-il envoyer nos conseillers fédéraux faire des stages au Vatican près de Léon XIV pour savoir comment justement redevenir un centre de négociation en Suisse? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est perdu à jamais? Je crois que les problèmes qu'on voit à l'international sont un peu la traduction des difficultés d'identité qu'on a nous-mêmes et qu'on n'a pas tranché depuis 30 ans. Donc simplement dans la traduction maintenant devant tout le monde, de voir que la Suisse doute un peu d'elle-même. Et moi, ce que je perçois de manière assez violente, c'est qu'on se raconte des histoires. En fait, on se perçoit d'une certaine façon d'un pays plutôt libre, d'un pays décentralisé, d'un pays qui, contrairement aux autres, a par exemple un parlement de milices. On s'imagine comme étant économiquement plus flamboyant que les autres, alors que les différentes statistiques disent le contraire. On a un parlement qui est largement professionnalisé. Il n'y a pas tellement de raisons que si on recopie ce qui a mal marche à l'étranger, ça marche mieux chez nous. Donc la seule chose qui nous différencie des pays autour qui font des erreurs, c'est qu'on va peut-être un peu moins vite dans la mauvaise direction, mais à mon avis, on y va. Et donc la difficulté, c'est que quand on se raconte des histoires, les autres ne sont pas toujours d'accord avec les histoires qu'on raconte. Donc typiquement sur la neutralité, le problème c'est que les autres ne nous prennent plus pour des gens neutres. Les Américains ne nous prennent pas pour des gens neutres, les Russes ne nous prennent pas pour des gens neutres. Et j'imagine que si on critique maintenant beaucoup Israël, ils ne vont pas nous prendre pour des gens neutres. Donc il y a une grande difficulté, c'est qu'on se raconte des choses à l'intérieur et à l'extérieur, c'est plus perçu de la même façon. Et entre nous, au sein de la population, c'est pas bien de se mentir parce qu'on devient un peuple un peu schizophrène. Donc je pense qu'il faudrait faire une grande réunion. On aura sans doute l'occasion de le faire avec les initiatives qui arrivent maintenant. Il y a une initiative sur la neutralité, par exemple, qui permettra ce grand débat, je l'espère, pour clarifier un peu ce que veut la Suisse. Mais si on ne perçoit pas ce décalage entre ce qu'on raconte et ce qu'on est, on aura une grande difficulté, parce que si on regarde la productivité par habitant, par exemple, elle est moins forte en Suisse depuis 20 ans qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on grandit en largeur, mais plus en hauteur. Et ce n'est pas quelque chose de sain. Un médecin vous dirait que ce n'est pas bien. Donc, je le dis aussi. Srani, justement, vous qui avez le t-shirt patriote, aujourd'hui, est-ce que la Suisse, finalement, n'a pas toujours fonctionné sur des mythes de probité? Si on parle aux Allemands, ça fait longtemps qu'ils ne voient pas les Suisses comme des travailleurs très honnêtes, même des fourbes qui vont cacher de l'argent ou autre. Et donc, est-ce que finalement, la Suisse, elle tient aussi parce qu'il faut un mythe, il faut ce genre de croyance. Il y a beaucoup de fantasmes sur la Suisse. Moi, je le vois sur mes réseaux, les gens qui rêvent de venir chez nous parce qu'ils pensent que la Suisse est très riche, qu'ils vont se faire la monstre thune. Mais en réalité, on parle de la Suisse, mais est-ce qu'on parle souvent de la population suisse? Comment elle vit dans cette soi-disant richesse? On vit de moins en moins bien, les caisses maladies sont de plus en plus chères, les loyers augmentent et en fin de compte, ce que représente la Suisse, en fin de compte, ne représente pas du tout la population parce que vraiment, on n'a pas du tout la vie qu'on aimerait faire, qu'on montre aux gens. Quand on la vit vraiment, quand on vit vraiment en Suisse, il y a de grandes difficultés actuellement. Puis j'ai pas l'impression, j'entends bien tout le monde, oui.
on va rayonner ici, on va rayonner là, mais je pense qu'il faudrait plus s'occuper de comment les Suisses qui vivent en Suisse, qui payent des impôts, peuvent rayonner au jour le jour pour vivre correctement. Parce que, gentiment, on s'approche des problématiques que la France a, que l'Italie a, malgré la soi-disant richesse. Et c'est vrai, Géraldine Savary, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de défiance aussi vis-à-vis des politiques, notamment parce qu'ils n'entendent pas. Alors vous êtes dans le bon parti, vous êtes dans le bon camp, enfin vous étiez dans le Parti socialiste qui plutôt, lui, a le vent dans les voiles, justement, en ce qui concerne les propositions pour entendre la population. Mais c'est vrai qu'il y a cette déconnexion aujourd'hui entre le mythe d'une Suisse riche et prospère et puis la réalité de beaucoup au quotidien. Exactement, cette réalité, elle doit être dite et redite et surtout trouver des solutions à ces problèmes internes. Mais pour revenir un peu aux propos de tout à l'heure, cette question du rayonnement de la Suisse, par ailleurs, n'a pas non plus... Je veux dire, c'est pas qu'on flamboyait dans le monde entier, puis que maintenant c'est la nuit totale. Je veux dire, il n'y a d'ailleurs aucun pays qui peut considérer d'être un phare dans l'obscurité de façon unilatérale. Enfin, on n'est que dans des relations de pouvoir et peut-être avec un peu de chance de respect ou de respect de la parole donnée. Enfin voilà, les relations entre pays sont des relations intéressées. Voilà, alors comment la Suisse doit trouver sa voie dans cette nouvelle partition d'aujourd'hui. Et cette question, elle se pose à tous les pays, toutes les communautés de destin actuellement. Ce qui compte pour la population, outre qu'on résolve les problèmes concrets de la vie des gens, mais ça compte aussi un tout petit peu l'image qu'on a de soi-même. Et nos institutions politiques, économiques, culturelles, elles nous disent, ben voilà ce que vous êtes, voilà qu'est-ce qu'on va dire de vous et comment on va le dire à l'extérieur. Et c'est pour ça que la question que vous posez, elle est aussi importante. Alors pour dire, est-ce qu'on compte encore, voilà, est-ce qu'on est la Suisse des bons offices, la Suisse de la neutralité, la Suisse de je ne sais pas quel critère, réel ou pas, mais ça compte aussi pour nous. Qu'est-ce qu'on est, nous, est-ce qu'on est fiers du pays auquel on contribue, dans lequel on vit. Et moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on puisse être toujours un tout petit peu fiers de ce qu'on est, de nos identités multiples. Et d'habiter ce territoire, ça fait évidemment partie d'un fragment de notre identité. Et pour l'instant, ça c'est vrai, de quoi peut-on être fier aujourd'hui en Suisse ? Comment grandir en hauteur et pas en largeur, pour utiliser le mot, je trouve que c'est une question qui est devant nous. Et on n'a pas tellement de réponses, effectivement, des autorités pour l'instant. Je dirais ça. Et donc, on trouve des solutions un peu de bricolage. C'est-à-dire, moi, quand je vois Karine Keller-Souter, Guy Parmelin, voilà, ils vont aux États-Unis, ils se débrouillent, ils trouvent des portes, comme on peut les imaginer en train de errer, je caricature. Là, vous pensez effectivement à quelque chose qui doit nous rassurer, de trouver des solutions, de bricoler un peu provisoirement. Voilà, dans ce monde qui bascule, on trouve des petites solutions. Ouais. C'est du bricolage. On n'est pas encore dans dans l'image institutionnelle, porteuse de valeurs que la Suisse pourrait incarner. Mais justement, là, parce qu'il y a ces deux pistes en même temps, effectivement, pour faire un bémol sur le diagnostic un peu sévère que j'ai fait du fait que la Suisse n'a plus de bons offices, il s'est fait un accord récemment entre les États-Unis et la Chine au niveau des droits de douane à Genève. Là, effectivement, on critique la politique, on doute de la politique du Conseil fédéral, mais il y a eu une attitude qui, en tout cas, pour l'instant, porte ses fruits vis-à-vis de Trump par rapport au Conseil fédéral. Donc, vous, Jean-Daniel Roure, qui connaissez bien ces institutions qui avaient évolué jusqu'il n'y a pas très, très longtemps, est-ce que, justement, on a des autorités compétentes, un système, comme dirait Christian Lucher, tout va bien, il faut une mécanique de précision, il ne faut surtout rien toucher, ou bien elle s'est quand même affaiblie et il y a quand même des warnings qui s'allument? Je crois qu'il y a un petit peu des deux. Vous avez parlé de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis qui a été négocié ici. Ça montre justement qu'on n'a pas tout perdu. Après, Luchinger, qui est la personne du DFAE, l'ambassadeur, qui a été la cheville ouvrière dans cette réunion entre Pékin et Washington ici, il est à Moscou. S'il est à Moscou, c'est parce qu'il essaye d'attirer les Russes et les Ukrainiens à Genève plutôt qu'au Vatican ou qu'en Turquie.
pour des négociations qui n'auront peut-être jamais lieu, mais c'est pour d'autres raisons. Donc non, bien sûr que non. Il y a des gens bien, il y a des gens qui travaillent. Moi, je pense que c'est au niveau de la perception de nos atouts. On a beaucoup d'atouts, hein, puis vous en avez défini un certain nombre. Moi, on pourrait parler de nos investissements à l'étranger. Si Trump a pris le téléphone de Keller Souter, c'est parce qu'on pèse lourd. 3 heures avant de décréter qu'il abandonnait tous ses tarifs. Et puis le Washington Post a gentiment dit que c'était grâce à notre président de la Confédération que Trump avait changé d'avis. C'est parce qu'on est le 6e investisseur aux États-Unis. Donc voilà, on prend le téléphone de gens qui ont ça. On a un certain nombre d'atouts réels, des forces sur lesquelles il faut jouer. Je parle à l'international. Hein. Et puis il y a certains domaines qui sont immatériels, comme la neutralité et l'humanitaire, qui ont été un petit peu écornés. Je pense que Gaza nous fait beaucoup de mal. Je pense que notre position vis-à-vis de Gaza, qui est même en deçà de la position de l'Union européenne, qui déjà est un double standard, un 2 poids 2 mesures par rapport à peu près toutes les autres régions du monde, qui va nuire à l'image et à la capacité d'action de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme dans le monde entier pendant des générations. Parce que vous irez en Birmanie vous plaindre aux dictateurs, à la junte militaire, c'est pas comme ça que vous devez traiter les Rohingyas, ils vous diront « Et puis, qu'est-ce que vous dites aux Israéliens ? Les sanctions, elles sont où ?» Donc ça, je pense que ça nous nuit énormément. En plus, même par rapport aux Européens, nous, on est allé encore moins loin, puisque, par exemple, on n'a jamais sanctionné les colons violents de Cisjordanie. Donc je pense qu'on travaille avec un mix, voulait beaucoup sanctionner les de Russes. forces. Et là, on a un petit peu des faiblesses, mais je pense qu'on peut les corriger. Et puis, c'est à ça qu'il faut travailler. Il y a un rôle important de la société civile. On voit ces jours combien la société civile s'engage pour encourager le Conseil fédéral à faire plus. À part ça, on a des problèmes de politique intérieure ou d'injustice sociale qui est liée à la concentration des gens dans les grandes villes. Si vous avez des problèmes de loyer, venez chez moi. Hein. Les loyers n'ont pas changé depuis 50 ans. Ah oui, il faut Il y a une vidéo, de Franny, 6 pièces à 1200 francs, agent immobilier à Lausanne, justement, et qui reçoit la demande d'une chaude-fenière et qui l'envoie finalement sur un parking, une voie de garage. Diane Barbier-Muller voulait ajouter, parce que c'est 2 de vos conseillers fédéraux, hein, Ignazio Cassis, sur lequel on tombe beaucoup, qu'on décrit beaucoup comme le ravi de la crèche, parce qu'on est vraiment tellement méchant, et Karine Keller-Souter. Oui, parce que je pense que le problème aussi, c'est que forcément la diplomatie, c'est quelque chose qui se travaille en coulisses. C'est des accords qui doivent quand même être gardés secrets parce que il y a des enjeux qui sont beaucoup plus forts que ce que l'opinion publique doit savoir. Et c'est vrai que je pense que la grande difficulté, typiquement de ces deux conseillers fédéraux, c'est de ne pas pouvoir dire mais attendez, regardez tout ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est ce que j'entends quand même parce que je connais aussi 2-3 élus fédéraux. Ils me disent qu'il faut être moins dur, moins sévère, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais ils ont plus travaillé que ce que le dit la presse. Et c'est vrai que pour ça, la presse rend pas service. Je ne dis pas que c'est vous les méchants, mais le problème de la presse, c'est effectivement, on a une opinion. Aujourd'hui, c'est très comme ça, avec les réseaux sociaux, tout s'amplifie en plus. Mais c'est blanc ou c'est noir. Aujourd'hui, on n'a pas pris position, donc on est idiot, et on n'essaie plus de chercher la granularité de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment rappeler que la diplomatie, c'est quelque chose de secret. Et puis après, dans les autres choses, on a aussi le forum de Davos. La diplomatie et la politique étrangère. Oui, mais on avait vu la dernière fois, il y avait un article sur un ambassadeur justement qui avait permis de faire des résolutions en Afrique. Oui. On voit qu'il y a quand même un travail qui est mené dans la politique étrangère et qui n'est pas du tout public. Donc je pense que la Suisse, on joue encore un rôle, mais peut-être plus en coulisses et moins sur la scène internationale, moins sur la scène médiatique internationale. Tout comme, je disais, il y a des vitrines quand même, comme le Forum de Davos, où là, on a des chefs d'État du monde entier qui se réunissent pendant une semaine, un week-end, pour pouvoir discuter, échanger. Et là aussi, probablement, se jouent des enjeux dont on n'a pas conscience. Tiens, Forum de Davos, est-ce que ça va survivre ? Parce que le Forum de Davos, qui était un des grands, justement, un des grands phares de la Suisse, dont on était très fiers, et qui est, voilà, il y a Klaus... Bon, on peut le souhaiter, mais ça demanderait... Schwab, qui est en train d'être mis à la porte, ça va provoquer énormément de remous. Est-ce que ça va survivre, ça ?
Alors, je ne suis pas devin, et si je l'étais, j'aurais l'euro million, je ne vous donnerai pas la réponse ce soir, mais je pense qu'effectivement, pour la Suisse, ce serait positif si le forum Davos survivait, mais en fait, ça demande un peu une chose que la Suisse a plus tellement l'habitude de faire, c'est de refuser d'être à la mode. Et je pense que la grande difficulté depuis 30 ans, c'est qu'on aimerait être à la mode et on aimerait participer à tout ce que font les autres. Et défendre le web, ça veut aussi dire qu'on défend quelque chose qui n'est pas forcément défendu par la majorité de la population ou par certaines oppositions à l'interne. Donc c'est cette volonté d'être démodé, de devenir beaucoup plus forte et redevenir dans le discours. Et ça demanderait aussi d'avoir des positions qui sont parfois difficiles à expliquer. Et ce que je reproche au Conseil fédéral, c'est pas tellement ce qui se cache en coulisses, mais c'est ce qu'ils font aussi en public. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est par exemple reprendre les sanctions contre la Russie dans le quart d'heure quand l'Union européenne l'a fait, et là de rien dire ou de moins dire quand il y a des difficultés en Israël et à Gaza. Donc c'est plus cette espèce de contradiction et cette volonté de parfois suivre la mode, parfois pas. Donc je demanderais plutôt d'avoir une position qui est fixe, qui est parfois difficile. Parfois suivre et souvent suivre les intérêts américains, c'est surtout. Bon, peut-être, je ne sais rien, mais en tout cas, il faudrait que la Suisse ait une position, et la position d'un pays neutre, c'est difficile, parce que quand il n'y a pas de guerre, on est la personne qui rappelle qu'un jour il y en aura une, donc c'est important qu'il y ait un pays neutre, et quand il y a une guerre, on est aussi à contre-courant, parce qu'on rappelle qu'un jour il y aura une paix et qu'on a besoin de nous pour négocier la future paix. Donc c'est plus cette espèce d'amour, ce retour à l'amour d'être démodé, d'être différent des autres, mais ça demande une sorte de volonté de défendre un contre-modèle, et c'est pas facile. Ça veut dire qu'on va aux réunions, puis on rappelle aux autres qu'on fait autre chose. Ça fait qu'on a forcément un décalage. Ça veut aussi dire que la plupart du temps, ils devront se battre et pas recevoir des louanges. Et je ne suis pas tellement sûr que la psychologie d'une partie du Conseil fédéral soit beaucoup faite pour le conflit, et on est plutôt attentif aux louanges actuellement. Mais est-ce que ce décalage et ces dossiers aussi, Gaza-Israël, évidemment, c'est aussi paradigmatique peut-être de différentes perceptions en Suisse alémanique et en Suisse romande sur des dossiers comme ça, mais sur la question de la neutralité, des accords, avec qui doit-on faire des accords, etc. Est-ce que ça s'accentue? C'est-à-dire qu'il y a effectivement des conseillers fédéraux qui suivent une ligne suisse alémanique qui est de plus en plus différente d'une ligne romande. Ça, vous le percevez ou pas? Bon, il y a toujours une différence. Je suis suisse-allemand, donc je me suis toujours perçu comme moi étant plutôt un étranger en Suisse romande que le contraire. Moi, ce que je reproche au Conseil fédéral, c'est pas tellement d'avoir une ligne et qu'elle représente pas toute la Suisse, mais c'est d'être un peu perdu. Donc on a plus un problème de leadership que de ligne, à mon avis. Ensuite, les différences entre les Suisses allemands et les Suisses romands, est-ce qu'elles sont toujours si claires? Sur la 13e rente, on était étonné que les Suisses allemands votent, par exemple, comme des romans traditionnellement. Donc je dirais que ça dépend un peu des thématiques. On a peut-être une fibre sociale, nationaliste, conservatrice qui se développe un peu en Suisse allemande, qui n'était pas présente auparavant. Donc on pourrait plutôt dire que la Suisse, en général, se romandise plutôt qu'elle s'alémanise. Et ça, je le regrette. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Non. Il y a encore du boulot. Hein. Non, moi je pense qu'il y a encore ce fameux Strich-Graben entre les deux. Encore ou plus fort aujourd'hui qu'hier? Je sais pas. Non, je pense qu'il est à la même intensité. Mais bon, après, il y a des choses qui font qu'on a toujours l'impression. Voilà, on parlait des trains aussi. Alors on va y venir à votre chronique. Il faut que la regarde. Les trains, mais aussi sur. Mais quand je joue à Bienne, constat. par exemple, là, le 7 juin de cette année, je précise, pas d'année prochaine, on voit très bien qu'à Bienne, il y a beaucoup plus d'Allemands, mais c'est censé être une ville bilingue. Alors attendez, on vous écoute. On vous écoute en images. Ok. Je suis à Bienne, qu'on appelle aussi Biel en Suisse, parce que dans cette ville, on parle les deux langues, le français et le suisse-allemand. Aujourd'hui, on va voir dans la ville si les deux langues sont bien représentées. Alors, un physio, ça c'est du suisse-allemand. Tout est en suisse-allemand, même les horaires. En même temps, nous les Suisses romands, on n'a pas besoin d'aller se faire soigner. Rionneau Paris, là je suis sûre que c'est en français. Ah non, c'est encore en suisse-allemand. Les rabais, c'est en suisse-allemand. C'est pas Marionneau Paris, c'est Marionneau Zurich. Et on va voir aussi si les pubs dans la rue sont en français ou en allemand. Par hasard, en allemand. Les pubs pour apprendre des langues, c'est en allemand. C'est Djuranovic. Une boucherie de la région, c'est en allemand. Le bancomat du BS, en allemand. Bon, en même temps, nous les Romands, on est tellement pauvres qu'on va pas l'utiliser de toute façon. Même les barbershops sont que pour les Suisses allemands. J'ai trouvé un magasin pour moi qui parle ma langue. Je me sens tellement le bienvenu par ici. Enfin, un magasin où c'est écrit en français en priorité. Pour nous, les Romands, c'est très important, les magasins de lunettes. Comme ça, tu vois le danger arriver de très loin, tu vois. Tu vois le Suisse allemand arriver. C'est quand même fou, ici je suis à la Migros. En fait, toutes les étiquettes sont en allemand, mais par contre, la caisse est aussi en français. Money penny. Alors voilà, alors vous avez vu ici à Bienne, on parle bien les deux langues, mais surtout le suisse allemand. Franchement, le conseil est sévère.
Mais c'est la réalité. Moi, je connais des gens qui se sont installés à Bienne et puis qui disent c'est incroyable. Même les gens dans les magasins, on dit bonjour, c'est Grüezi. Donc, il y a un moment donné, la balance, elle fait que, oui, on est suisse, oui, on est... mais il y a quand même des grosses différences entre les régions. Donc, c'est compliqué de fédérer quand il y a tellement de différences entre les uns et les autres. Mais il n'y a pas de plus en plus ça, quand même. Les Suisses allemands se regardent entre eux, ils n'ont absolument rien à faire, pour être clair, des Suisses romands. Lesquels Suisses romands se sentent mal aimés, mais enfin ne font pas grand-chose pour se défendre auprès des Suisses allemands. Daniel Roure, vous qui êtes aussi dans des... Alors, évidemment, bien des régions limites. C'est un petit peu ma ville, hein, parce que c'est la seule ville qu'il y a dans un rayon de 100 km à peu près. Donc j'y suis très souvent. Et je trouve que la situation s'est beaucoup améliorée sur la durée. D'abord, il y a 44% de Romands à Bienne aujourd'hui. C'est beaucoup plus que quand j'étais au gymnase à Bienne dans les années 80. Ensuite, lorsque la nouvelle mairesse a été élue à Bienne, les Biennois avaient le choix entre 2 femmes romandes. Désolé, c'est la socialiste qui a gagné. Désolé pour vous, hein, pas pour Madame Savary. Mais donc, il y a une mairesse romande, et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de Bienne qu'il y a une mairesse romande. Après, ce que vous avez observé dans la rue, ça m'énerve tout autant que vous. Ah, on est d'accord. Mais quand on entre dans le magasin, souvent, on réussit à parler français, on trouve quelqu'un qui parle français. Ouais. Mais je vais vous dire, le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que les grosses entreprises, par exemple les supermarchés, la Migros, la Coopé, ou d'autres grandes entreprises, ils divisent le territoire et puis ils font les voilà. Alors ils vont pas s'embêter à diviser Bienne en deux en mettant dans une partie du français, dans l'autre de l'allemand. Simplement, ça fait partie de l'air qui est géré depuis la Suisse alémanique et c'est pour ça que la publicité, les trucs dans la rue, le nom du légume français-allemand. Ça fait un respect quand même pour les 44% qui sont là. Et ils achètent. Par exemple, moi, je veux dire, dans le Jura bernois, nous, on ne peut pas faire de demande de subvention à Swiss Lotto, il faut les faire à Swiss Laws. Parce que, voilà, ils sont répartis le territoire comme ça, et puis le canton de Berne, ça fait partie de la Suisse allemande pour eux. N'est-ce pas? Donc le problème, c'est moins dans les autorités ou dans les autorités locales. Le problème, c'est nos entreprises qui, pour des raisons économiques, trouvent que finalement, c'est des petites minorités qu'on peut négliger. Donc si on veut se plaindre, il faut se plaindre à la Coopé, il faut se plaindre à la Migros, il faut se plaindre à Swiss Lotto, il faut se plaindre à Salt, il faut se plaindre à Swisscom, et il y en a encore quelques autres. Oui, non, mais il y a effectivement des gros problèmes sur la répartition aussi des fonds de cinéma, Netflix, on dépend de l'Allemagne, donc évidemment il n'y a aucun fonds qui va pour la Suisse romande puisque tout est en allemand. Mais plus généralement, on l'entend quand même, on l'entend de la part de Zurichois, de Suisse alémanique, mais franchement, on ne regarde jamais vers vous, on ne sait même pas que vous existez. C'est pas vraiment vrai. Il faut, si on prend le regard d'un Suisse allemand, on a eu un peu de compassion pour lui. Ce qu'il a suivi ces dernières années, c'est des vaudoiseries et des Genferei toutes les semaines, quasiment avec des affaires de ministres qui se font condamner pour corruption, avec des histoires un peu bizarres dans le canton de Vaud. Donc d'un point de vue d'un Suisse allemand, on a quand même rempli beaucoup de clichés ces dernières décennies. Donc, c'est une Suisse allemande, la dernière, la plus récente étant une Suisse allemande qui est... oui, alors, mais qui est devenue vaudoise, en tout cas. Et ils s'en débarrassent quand ça les arrange, ils s'en débarrassent. Mais dans leur perception, c'est une affaire vaudoise. Oui. Et ils diraient même que c'est parce que c'est une Suisse allemande qu'elle se fait attaquer. Donc je pense que ça renforce même le cliché. Donc Valérie Dicly. Donc il faut aussi avoir un peu de compassion pour les Suisses allemands parce qu'ils perçoivent des choses qui sont peut-être pas tout à fait vraies et qui sont grossissantes dans les médias. Est-ce qu'on est des assistés effectivement en Suisse Moi, je pense qu'il y a quand même un appauvrissement du respect des communautés, respect mutuel entre communautés. Enfin, mutuel, c'est-à-dire que les Suisses allemands sont quand même majoritaires et c'est eux qui. Voilà, c'est beaucoup plus décomplexé. De ce que je constate un peu après mes longues années d'observation ou d'ex-activité ou d'observation de cette vie politico-sociale en Suisse, j'ai l'impression qu'il y a une période, on faisait semblant, en tout cas, d'être un tout petit peu plus attentif au respect de ces communautés, de ces minorités, que ce soit dans le service public, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le dialogue un peu nécessaire entre les communautés. Et puis, la deuxième chose, c'est que la Suisse romande existe un peu moins pour elle-même aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, on faisait des prises de position communes, on était aussi fiers de nos écoles, on était la Health Valley, on avait tout ce développement aussi autour de l'innovation, autour de la santé. Alors, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais la communication commune, par exemple, de la Suisse romande,
on montait à Berne pour défendre des intérêts Vous de la parlez Suisse romande. des Fribourgeois, des Vaudois, Non, des on était Valaisans. tous- Les voilà. Genevois n'ont jamais été dans ce team. Mais même les On Genevois. en a aussi, par exemple, la métropole ouais. lémanique. C'est Métropole pour lémanique. pour le développement des réseaux. Et prenons la Mais Genève Genève, internationale. c'est quand même- La Genève internationale est menacée, ou en tout cas des budgets, la question, la place de la Genève internationale, ça, c'est en lien un peu aux questions que vous posiez sur notre capacité d'être un lieu de négociation, etc. Les cantons romans pourraient se dire, ben, tiens, nous, ça rayonne aussi pour nous, ça capillarise au fond sur nos cantons que d'avoir une Genève internationale forte. Il n'y a pas eu de mobilisation, d'élan commun, roman, en disant, voilà, on travaille ensemble pour un certain nombre de projets, que ce soit Genève internationale, que ce soit les infrastructures ferroviaires. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est moins visible, ça n'apparaît pas, et il n'y a pas une parole publique qui, encore une fois, nous dit, tiens, on est roman, on est suisse, on a un destin à construire ensemble. Et ces questions-là, je trouve qu'elles ont un peu perdu. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une logique de rapport de force, et puis les minoritaires ne se sentent plus appelés à se défendre collectivement. C'est la réalité aussi dans la presse. Hein. La presse dépend de Suisse allemand. Ou à Berne. Je cite toujours cette anecdote, mais il y a quelques années, j'avais fait une grande interview pour la RTS de Christophe Blocher qui me disait, mais prenez votre destin en main. Nous, on s'en fiche de vous, et prenez votre destin en main, parce que si vous comptez sur nous pour vous assister, ça ira de plus en plus mal. Diane Barbie-Müller. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a le paradoxe, effectivement, aussi des réseaux sociaux qui, plus les réseaux sociaux nous permettent de communiquer entre nous, plus on se renferme sur nous-mêmes et on se convainc qu'en fait on a raison, puis que les autres font tout faux. Et c'est vrai que ce que je constate, mais après moi j'ai pas du tout la même recul et même expérience, mais c'est que aujourd'hui c'est chacun fait son précaré. On a les Vaudois, les Valaisans, les Genevois qui font aussi des petites guéguerres entre eux. Maintenant, effectivement, par exemple sur la mobilité et les CFF, dans leur développement, ont complètement négligé la Suisse romande. Et là, il y a un enjeu. Pour moi, c'est une sorte de réveil que doit faire la Suisse romande en disant, mais en fait, on est quand même plus fort ensemble. Et aujourd'hui, effectivement, Berne nous oublie. Donc, il faut qu'on se refédère ensemble. Et je pense que c'est de toute façon des mouvements de balancier. C'est peut-être pour ça que je suis plus optimiste que Nicolas Jutzel, alors qu'on est tous les deux libéraux. Mais c'est pas que je suis idéaliste. C'est juste que je pense qu'il y a des moments où on touche le fond et après, on remonte la pente. Et peut-être que par rapport à ça, on s'est tous un peu tiré la bourre et qu'on va revenir ensemble parce qu'aujourd'hui, effectivement, Berne nous néglige, donc la Suisse romande, on va revenir plus fort. Ouais. Et la Suisse et Genève va être numéro 1 de la péréquation financière dans les. Alors Genève a toujours beaucoup payé, mais elle n'est jamais allée chercher son dû à Berne. On va déplacer Zurich, donc moi je pense que c'est aussi important de se dire que la Suisse Genève, romande. Il y a aussi des investissements d'infrastructures pour Genève. Alors après, ça prend du temps, il y a des retards, et ça, les cantons doivent aussi, peut-être s'organisent pas forcément aussi ensemble. Moi, je pense que de toute façon, dans un pays comme la Suisse, où le pouvoir est tellement... personne n'a vraiment le pouvoir dans ses mains, et Dieu merci. Il n'y a jamais un coupable. C'est comme effectivement Cassis, tout le monde lui tombe dessus. Mais il y a aussi le Parlement qui fixe les lignes pour la politique étrangère. Il y a effectivement les cantons qui doivent se mobiliser, mais la société civile qui doit bouger. Bref, donc on est tous un peu co-responsables. Et ça, d'ailleurs, c'est le système suisse. On est tous co-responsables. Personne n'est coupable et tout le monde est responsable d'une certaine manière. Nous, on ne peut pas jeter la faute sur les politiques comme en France parce qu'ils n'ont pas du tout le pouvoir. Non, tout le système suisse. Par contre, le politique, il est chargé de dire, ce destin, où on va, qu'est-ce qu'on construit ensemble. C'est vraiment, c'est la Sprachregelung, la convention d'expression de base, mais elle est quand même nécessaire pour justement qu'on ait cette envie de construire des choses. Ce réveil, ouais. Et qu'on se révèle et qu'on se réveille. On se réveille, oui, parce qu'on en est loin. J'ai l'impression, même si vous êtes très optimiste sur ce plan, j'ai l'impression effectivement que les Genevois sont toujours tournés vers eux-mêmes, les autres cantons sont aussi tournés vers eux-mêmes. Et le résultat des courses, c'est qu'on a des infrastructures, des régies publiques qui nous donnent de moins en moins de prestations et d'argent. Vous avez fait cette magnifique vidéo qu'on regarde, Franny, sur le train. Vous habitez la Suisse et vous prenez le train tous les jours pour aller travailler. Mais vous en avez marre de payer des billets et de ne pas avoir de place assise. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment
trouver toujours une place assise pour aller au travail en train en Suisse. Venez avec moi. Voici la toute première chaise pliable spéciale pendulaire. Avec son design non genré, elle s'adresse à une large population. Grâce à sa fente, vous pourrez la transporter très facilement. C'est aussi très pratique pour attendre son train tranquillement. Non, mais si vous devez courir pour prendre votre train, c'est hyper léger, c'est pratique, non? Terminez de courir pour trouver une place assise. Prenez votre chaise pliable, vous la mettez où vous voulez, vous enlevez votre veste et vous profitez. Si vous voulez, vous pouvez croiser les jambes, sinon vous pouvez les écarter ou même les allonger pour faire comme chez vous. Alors, vous en avez fait aussi sur la Poste, et c'est vrai que les trains, il y a qu'en Suisse romande qui prennent du retard. Enfin, je veux dire, qui prennent du retard. Ils prennent des minutes. En Suisse alémanique, ils vont 2 ou 3 fois plus vite. Tout fonctionne. Terrible. La Poste, c'est pareil. Tout fout le camp, ma bonne dame. Mais beaucoup plus chez nous que... Bah, on a l'impression que nous, les romans, on est vraiment les laissés pour compte. Bah oui, on accepte tout. On est vraiment les latins crétins, hein, comme on pourrait dire. Mais Là, dans les deux entités, c'est des romans qui sont à la tête. Donc, visiblement, on a un problème de figure. C'est même un socialiste. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'à la Poste, c'est un roman, puis au CFF, c'est Ducrot ou Duflo, je ne sais plus, mais qui est un fribourgeois. Donc, c'est pas tellement la présence. Fribourgeois, surtout, on va dire. Donc, il n'y a pas tellement un problème de représentation romande. Non, mais c'est des priorités, parce que moi, je me souviens des trains qu'on avait en Valais, on les finissait presque. C'était enfin, il y avait juste la carcasse, quoi, à un moment donné. À chaque fois qu'on devait finir des wagons, on les envoyait en Valais. Et les retards, franchement, si on regarde les retards qu'il y a au départ de Genève, au départ de Lausanne, il y en a quasiment toutes les semaines. C'est quand même terrible que ça arrive que chez nous, quasiment, parce que, je sais pas, mais il y a quand même une réalité là-dessus. C'est vrai que, moi, je me souviens, avant, je travaillais dans une banque, je formais des gens, et je formais des gens qui étaient au téléphone. Et là aussi, il y a un petit peu ce côté suisse-allemand protecteur. Il y avait des Français, enfin des gens qui parlaient français, qui prenaient la deuxième langue en allemand. Et le problème, c'est que les Allemands qui appelaient voulaient avoir quelqu'un qui parlait même le dialecte du canton. Donc, ils n'étaient pas contents que la personne qui parle français fasse déjà l'effort de parler suisse-allemand, mais pas comme ils voulaient eux. Mais si nous, on appelle un service, que ce soit une banque ou autre actuellement, vous avez très peu de gens qui parlent le français de base. C'est toujours des Suisses-allemands qui parlent français avec un accent coupé au couteau, mais nous, on ne peut rien dire. Donc, là aussi, il y a un petit truc de nouveau, on se rabaisse et on dit rien et on accepte tout. Moi, c'est un peu ce que je ressens et ce que je vois. Mais moi, je ne suis pas sûre que ce soit qu'une question de moyens, parce qu'on investit énormément dans toutes ces infrastructures-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un gros problème de management et de gestion d'entreprise, parce que, effectivement, le ton, la façon de parler, nous, on forme beaucoup notre personnel pour avoir une réaction aimable au sein de la clientèle, mais ce n'est pas toujours le cas dans les services publics. Et puis l'autre chose, c'est que, c'est ce que je constate, une entreprise privée, vous lui dites, aujourd'hui, ça ne va plus, il va falloir rationaliser vos coûts, on rationalise nos coûts. Alors que l'État, les entités publiques, la Confédération, elle ne fait que croître. Et il y a un moment, c'est démontré, vous mettez 3 personnes pour faire une tâche et vous donnez une 4e personne, la tâche, elle ne va pas être exécutée plus rapidement. Au contraire, ça va créer plus de connexions entre les personnes et donc plus de retard finalement dans la tâche, alors que vous aviez mis une personne supplémentaire pour aider. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le service public, on a un peu franchi cette ligne. Et c'est vrai qu'on passe pour les gros assistés, avec des dettes, même à Genève, où il y a un canton très riche, mais avec une classe de fonctionnaires pléthorique. Mais est-ce qu'au niveau aussi de l'identité commune, c'est vrai qu'on le voit, on l'a toujours vu dans les votes, parfois les romans votaient très différemment des Suisses alémaniques, mais ça vient de plus en plus, notamment dans des votations qui sont cruciales pour justement les primes maladie, pour les retraites. Enfin, les retraites, ça c'est unanime. Mais voilà, c'est les infrastructures. D'ailleurs, les infrastructures, les romans ont refusé. La manne, on leur proposait de l'argent, ils ont refusé pour les autoroutes. Mais est-ce qu'on a quand même comme ça un espèce de schisme aussi de projets de Suisse différents d'un côté ou d'autre de la Sarine aujourd'hui, à votre avis? À moi, vous posez la question. Ouais. Mais... Bien sûr, chacun veut tirer la couverture à lui. Donc vous avez quelques pôles en Suisse, dont le pôle lémanique, le pôle bâlois, le pôle zurichois, et puis le pôle bernois qui décide. Puis après, on est dans les rapports de force. C'est pas très différent en Suisse que ça aille dans le monde. Mais ça a toujours été comme ça. Après, c'est aux partis politiques de transcender ça
et puis de jouer le jeu pour dégager des personnalités qui sont fortes dans les partis dominants, hein, c'est les socialistes, les radicaux, l'UDC, pour qu'ils puissent aussi faire des accords. Voilà, tu prends ça, je prends ça, on augmente ici, on augmente là, chez nous aussi. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard à l'intérieur même des partis. Alors ça change un petit peu peut-être, parce qu'on a un Maillard socialiste que la presse alémanique désigne comme le 8e conseiller fédéral. Donc on a quand même des personnalités. Et que les romans adorent. C'est en fait, effectivement, c'est une de nos personnalités connues aujourd'hui qui fait l'unanimité en Suisse. Mais pour revenir à ce qui était dit sur les services publics et l'efficacité, effectivement, on peut toujours se plaindre des services publics. En même temps, c'est justement leur job, et ça coûte. C'est de devoir assurer une couverture de services publics dans toute la Suisse. Et ça coûte. Et donc, on va se dire, tiens, le gars, il ne parle pas bien français dans les trains. Mais en même temps, il couvre de Saint-Gall à Genève, et pareil pour la Poste, où il y a quand même des critères d'accès pour le service postal. Tout ça, je veux dire, si on était dans une logique purement économique et de rentabilité et d'efficacité, on dirait, maintenant, ça suffit tout ça. Tout le monde parle anglais, ou bien, tiens, tel secteur, le secteur de M. Ruche, ou je ne sais pas où il habite, à 100 km de Bienne, donc dans la campagne, on va arrêter de lui servir encore des bus postaux, des transports publics. Oui, c'est à peu près ce qu'ils font. Et puis on ne va pas lui envoyer son courrier, etc., parce que il n'a qu'à se déplacer à Bienne, etc., etc. Donc, je ne parle pas de rentabilité, je parle vraiment efficience. Pour moi, même efficience, je veux dire. Justement, l'employé bilingue qui couvre tout est une justification. Maintenant, c'est les couches administratives qui se trouvent notamment dans certains de ces services qui fait défaut pour avoir des contrôles, des validations, des process, des rapports. Et c'est ça qui alourdit le système. C'est nouveau. Et ça, le PLR, d'une façon générale, n'a jamais critiqué les personnes qui sont sur le terrain. Et ça, il y a besoin d'avoir plus de monde. Pour moi, le service postaux, typiquement, de ne pas faire fermer toutes les postes comme ils sont en train de le faire, est une nécessité, parce qu'aujourd'hui, on a un service de poste qui est en train de péricliter. Ça, c'est aussi un des problèmes au niveau de la Suisse. Ouais. Et le problème, c'est que plus ils ferment des offices, moins les gens vont faire confiance à la Poste. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et là, pour moi, il y a des moyens qui doivent être mis pour pouvoir empêcher cette situation. Claire, mais malgré tout, il y a effectivement un sentiment, en tout cas, de plus grande efficience du côté suisse alémanique que du côté roman. Et c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, on n'a pas l'impression que la manne se répartit équitablement sur tout notre territoire. Et d'ailleurs, là, bon exemple aussi de tirage de couverture à soi, la finale de l'Eurovision qui était à Bâle, avec aucune animatrice romande, n'est-ce pas, Franny ? Enfin, vous étiez pour but. Sur la scène principale, non. Rien, Alors, c'était une belle opération. Ce qui me fait dire aussi que c'est intéressant aujourd'hui, finalement, la Suisse... Le styliste était valaisan. Ah oui, Germanie. Oui. Germanie, valaisan, oui, heureusement qu'il y avait une pointe de remondité dans cette soirée-là. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'effectivement, l'Eurovision, ça a été la manifestation phare cette année. Il y en aura une deuxième, c'est la Coupe du Monde féminine. La Suisse, qui est un pays conservateur, dirigé par l'UDC, enfin, majoritairement dirigé par l'UDC depuis 30 ans, Nicolas Jutset, en fait, maintenant s'illustre dans le monde à travers des manifestations woke. Bon, l'Eurovision, on était obligé de l'organiser parce qu'on l'a gagné, donc ce n'était pas tellement une volonté. Oui, mais on l'a gagné en plus avec la nouvelle star suisse Nemo, qui, alors, lui, est une égérie. Alors, bien sûr, le successeur peut-être de Roger Federer. Exactement, je ne pense pas qu'il est très... Égérie woke. Qu'il est très, on va dire, aimé dans les milieux UDC, mais ce n'est pas tellement problème. On n'a pas tellement voulu l'Eurovision, c'est arrivé, donc on ne peut pas tirer une ligne générale d'un événement. Mais on était contents. Tout le monde s'est senti et sur l'Euro féminin qui aura lieu en Suisse, c'est plutôt un événement nationaliste, a priori, parce que c'est les nations qui s'affrontent. Féminin. C'est quand même bizarre, non, pour un pays super conservateur d'avoir des grandes... Pourquoi vous dites qu'on est conservateur ? Nemo a gagné l'Eurovision. On a tous une très grande fierté de ce biennois. On n'est pas conservateur en Suisse. Il y a des partis conservateurs, mais il y a aussi des partis extrêmement progressistes en Suisse. Je crois que ça aussi un peu l'image d'Épinal de voir un peu le Suisse à la chapate avec une pipe et puis un tabouret au cul, que dans la montagne avec un chalet et puis une vache. C'est plus comme ça, la Suisse.
Suisse, c'est la Suisse urbaine qui est bien... Et me regarde. C'est un, non? La Suisse urbaine, j'ai dit. La Suisse urbaine, moderne et progressiste. C'est ça une image aussi de la Suisse. Avec le t-shirt qui rappelle quand même. Des fois, elle accélère et des fois, elle ralentit. Sur ces questions de société, on est... Ce rythme, moi, je le trouve fascinant puis assez beau. C'est-à-dire, prenons l'aide au suicide. On voit que la France... La France prend, mais vraiment n'arrive pas à avancer sur ce dossier, etc. Ça fait Nous, on a créé des conditions assez libérales, mais avec quand même libérales dans le respect du choix de l'être humain, mais avec une certaine quand même surveillance, garde-fou. Pas Sylvain Cambédie, sur la question du don d'organes, sur la question du droit des homosexuels à se marier. Ça, tout d'un coup, alors qu'on était quasi en train de se rendre compte que les femmes avaient le droit de vote et hop, on était dans le mariage pour tous. Et sans que la société se déchire, en réalité. Bon, ça a pris du temps, le mariage pour tous. On était un des derniers à l'accepter. Il a fallu vraiment... si on regarde, la France avait bien avant accepté le mariage pour tous, directement l'adoption aussi. Oui, mais c'était très très rapide par rapport à la décision du partenariat enregistré. Alors, si vous voulez, c'est ça que je dis, c'est qu'on a des espèces d'accélération, mais ça fait pas... La société ne se déchire pas autour de ces questions. La société ne se déchire pas. Il n'y a pas des manifestations comme il y a eu en France contre le mariage pour tous. Non, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup de mobilisation. Mais les réseaux sociaux, c'est pas la société. Et puis il y a quand même le mariage. On conserve l'institution phare en Suisse, le mariage. C'est un mix. Et vous avez l'Eurovision et Nemo. Et honnêtement, je pense que les gens, trouvaient que cette personnalité un peu étrange, mais aussi un peu touchante. Et puis à la fois, il y a la fête de lutte ou la fête de gymnastique, bientôt dans le canton de Vaud, où il y aura, je ne sais pas combien, 300 000 personnes. La fête de lutte, c'est un succès pas possible. Sur la SRF, vous avez des tournois de cartes qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes. Donc ce mix, je veux dire, on ne tranche pas là-dessus. Et moi, je trouve ça assez frais aussi. Et assez, il faut jouer avec ces... Ça, je vous rejoins, c'est vrai, il faut jouer avec ça. Parce que moi, dans mes spectacles, par exemple, je vois souvent... il y a quasiment que des hétéros qui viennent me voir. Et j'ai des gens je sais, j'en discute avec eux, de l'UDC, qui viennent me voir aussi, parce que les thèmes que j'aborde, ce ne sont pas des thèmes qu'on peut dire woke, mais ce sont des problématiques de chaque Suisse. Et peu importe que ce soit une drag queen qui le fasse, il se retrouve dans cette drag queen. Et c'est ça qui est intéressant. Et je rejoins Madame Savary, c'est parce qu'on a en Suisse des fêtes un peu plus populistes, d'autres un peu plus modernes et tout. Puis c'est ce mix qui fait qu'on arrive à se mélanger. Tant que chacun respecte l'autre, je pense que ça peut fonctionner. Tant qu'on arrive à se mélanger. Un mot, parce qu'on doit conclure, Diane Barbé-Muller. Mais encore sur ça, mais sur la mixité, on a aussi en thématique logement, les logements mixité sociale. Nous, on n'a pas très peu de ghettos. On n'a pas fait de ghetto de riches ou de ghetto de pauvres. On a justement toujours, dans la politique du logement, favorisé la mixité sociale, ce qui fait que vous avez des quartiers, il y en a eu un ou deux, et on le voit que ça ne fonctionne pas, mais la plupart du temps, c'est des mixités. Et puis effectivement, sa grand-mère, Marie-Thérèse Porchet... c'est bien grand-mère, ça va. La pauvre, je ne parle pas de Joseph Gorgoni, je parle vraiment de Marie-Thérèse, qui a aussi été très précurseur parce qu'elle avait fait une percée à Paris. Et j'avais entendu que ça avait beaucoup choqué les Français quand même, alors que chez nous, c'est un de nos trésors nationaux aussi. Donc on a été, pour moi, précurseur sur pas mal de choses. Et après, il y en a d'autres, on est un peu à la traîne, comme effectivement le droit à la famille, le congé parental, et tout ça, c'est pas... La représentation de l'image de la femme. Oui, le rôle de la femme en emploi, mais ça, c'est des combats qu'on continue à mener, mais effectivement, qui ne suscitent pas les passions non plus, c'est plus indifférence. Donc alors il y a le vote, c'est le vote qui sanctionne et puis qui dit oui ou non. Donc, vous me direz, c'est des fois ça commence à devenir aussi un peu contesté. Une parole, Jean-Daniel Roure et puis Nicolas Gittet. Alors d'abord, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que la démocratie directe, ça empêche c'est un effet stabilisateur sur la société. Parce qu'on s'exprime par les urnes. Si les urnes ont tranché dans un sens, on l'accepte. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la concentration de la population dans certains de ces pôles urbains. Et puis le fait que on aura ces grands pôles urbains avec toute leur série de problèmes. Et ça risque d'aboutir à une perte de fédéralisme et de répartition des ressources, des populations.
équitable sur l'ensemble du territoire. Je pense que ça, c'est un gros danger pour la Suisse. Un bémol, Mais ça pas seulement en rééquilibre. Suisse, c'est partout dans le monde, la concentration. Nicolas, un mot, parce que là, vraiment, Mais ça non, fait j'étais appeler récemment à Arthur. la Landsgemeinde de Glarus et je trouvais que c'était d'un côté très conservateur et très moderne. C'est la première entité, premier canton qui a donné le droit de vote à 16 ans, par exemple. Les autres ont tous refusé. Donc peut-être que pour réconcilier la Suisse moderne et moins moderne, on peut faire des Landsgemeinde dans tous les cantons. Ah, très bien. Pour mettre plus de démocratie directe, effectivement. Bon, écoutez, merci beaucoup à toutes et tous. Et donc, vous, on vous retrouve à Neuchâtel le 30 avril. Et... De l'année prochaine, attention. Ah, hein. c'est... ouais, alors. Oui, on est... 3 et 4 octobre aussi, Bon, bah, on ici, à fait les Nyon. programmes très à l'avance. Et le 7 à Bienne. Merci beaucoup, Diane Barbier-Muller. Merci beaucoup, Jean-Daniel Roux. Crime et tremblement, la Suisse n'existe pas. Merci, Nicolas Jutset. Et merci beaucoup, Géraldine Savary. Merci. D'avoir été avec nous et vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée et une très belle semaine à toutes et tous sur Les Monts Bleus.